Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 30 juillet 2020. Les mesures sanitaires vont durer jusqu'à la fin 2021, possiblement jusqu'en 2022. On va parler aujourd'hui de cette annonce du président Trump qui dit qu'il serait possible de repousser l'élection à cause du coronavirus. Vous vous doutez un petit peu de ce que j'ai à vous dire là-dessus. Il joue le jeu des démocrates. Il est en train de jouer dans la tête des démocrates. On va parler de la chloroquine, donc les géants de la technologie qui tombent dans le piège, qui tombent dans le panneau, ils se font prendre à censurer. Le président Trump évoque un report de l'élection présidentielle. Washington, le président américain Donald Trump a ouvertement évoqué jeudi, c'est-à-dire aujourd'hui, un possible report de l'élection de novembre, mettant en avant, sans la moindre preuve, des risques de fraude liés à l'épidémie du COVID. Vous savez que quand les médias ils disent ça, là, que Trump dit des choses sans la moindre preuve, c'est que Trump, en fait, a toutes les preuves, mais ne les a pas encore rendues publiques. Ils ont fait ça avec son tweet quand il disait que Barack Obama l'avait espionné. 2 ans plus tard, ils sont tous en train de se défendre devant le Congrès et s'expliquer devant les médias. Voilà. Alors, donc sans la moindre preuve, c'est-à-dire que Trump a en fait toutes les preuves de son côté qui vont démontrer que les démocrates s'apprêtent à essayer de voler l'élection avec le vote par la poste. 2020 sera l'élection la plus inexacte et la plus frauduleuse de l'histoire. Ce sera un grand embarras pour les États-Unis. Retarder les élections jusqu'à ce que les gens puissent voter correctement en toute sécurité. Je vous ai déjà dit que le plan de Donald Trump, ce n'est pas le report de l'élection, mais il montre qu'il est le maître du jeu. Hein. Il prend de la hauteur, il dit quel que soit le plan, je gagne, c'est-à-dire que je vous ai expliqué c'était quoi le plan de Trump, c'était de rendre public un médicament à base d'hydroxychloroquine. Et, je veux dire, mais là, il dit, même si ça ne marche pas, alors on pourrait aussi reporter l'élection. Donc, il contrôle un peu comme l'ensemble du spectre. Il joue dans la tête des démocrates, il essaye de créer de l'incertitude, du chaos et générer aussi des positions contradictoires. C'est-à-dire que le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, dit non, l'élection va avoir lieu quand même. Et donc, on est en train d'assister au même genre d'opérations de communication qu'on a vu, par exemple, la Corée du Nord avec l'Iran, sur l'impeachment, etc., où est-ce qu'il y a clairement un plan d'action de Donald Trump et une espèce de discussion avec les instances du Parti républicain qui sème la confusion chez le camp adverse. Donc, il montre qu'il est au-dessus du jeu de l'État profond, que toutes les éventualités sont parées. Maintenant, c'est ça, comme j'ai dit, la chloroquine sera rendue disponible avant. Donc, l'élection n'aura pas à être reportée, et ni la convention républicaine, selon moi. Et pour montrer que tout ça était prévu bien à l'avance, hein, que Trump avait anticipé, ça fait longtemps qu'on le sait que l'État profond a un plan de pandémie en cas d'urgence. Eh bien, il avait voté en 2018, il avait signé The Right to Try, la loi, hein, la législation Right to Try, Fulfilling the Promise he made to expand healthcare options to terminal American. Le Right to Try, c'est une loi qui a été votée qui permet à des personnes, qui n'ont pas d'autre option, d'utiliser un médicament non testé, un médicament à risque. Et il va utiliser ça avec la chloroquine, c'est-à-dire que les patients, même si ce n'est pas recommandé par le médecin, je pense que c'est ça, même si ce n'est pas recommandé par le médecin, le patient peut dire « je veux quand même l'utiliser parce que j'ai rien à perdre ». Vous comprenez? Alors, c'est ce qui va être utilisé avec la chloroquine, c'est-à-dire qu'il est capable de contourner complètement le blocus du Center for Disease Control, de Fauci, etc., qui disent non, la chloroquine ne fonctionne pas. OK, bien, on a cette disposition-là, right to try, on peut quand même essayer une maladie, un médicament non testé en cas de, en recours ultime, en dernier recours. Voilà. Et il continue par ailleurs son offensive pour faire la promotion de la chloroquine. Le représentant congressiste du Texas, bien en vue, on le voit souvent à la télévision, Louis Gohmert, qui teste positif au coronavirus. Et du même souffle, il dit quelques heures plus tard, Louis Gohmert, all in using hydroxychloroquine to treat COVID-19. Alors, encore une fois, tout le monde, les journaux parlent du congressiste qui est affecté par la COVID. Et du même souffle, il dit, quelques heures plus tard, après que tout le monde en ait parlé, il dit, je vais utiliser la chloroquine moi aussi. Voilà, et on sait quel va être le résultat. Ça va être comme Trump, comme Bolsonaro, comme tous ceux qui essaient la chloroquine. Ça va fonctionner très bien. Il va pouvoir dire à la caméra, j'ai été guéri par la chloroquine, faisant un bon coup de pub
pour le médicament. Alors, les journaux qui ont mordu à l'hameçon, il y a un congressiste qui est malade au COVID, etc. Ils en ont parlé partout. Et là, il va être guéri par la chloroquine et ils ne pourront pas éviter d'en parler. Voilà. Donc, cette histoire de chloroquine était, avec cette mesure législative, le right to try, réglée longtemps à l'avance. Ils ne pourront pas la bloquer sur le terrain aux États-Unis. Voilà. Les gens vont pouvoir l'utiliser comme ils le veulent. OK? Les géants de la tech tombent dans le panneau. Alors, vous avez vu cette vidéo virale des médecins qui ont tenu une conférence de presse pour démonter certains mythes relatifs au COVID. Enfin, certains mythes selon eux. Je ne veux pas que ma chaîne se fasse censurer. Donc, qui disent que les masques, ils ont dit essentiellement, là, de leur expérience, selon leur expérience, que les masques et le confinement n'étaient pas nécessaires, qu'il existe un médicament pour traiter le virus, donc on n'avait pas besoin de toutes ces mesures sanitaires, etc. On a juste à utiliser la chloroquine. Hein. On peut guérir du virus, cela s'appelle l'hydroxychloroquine, a déclaré la médecin Stella Emanuel, qui apparaît dans la vidéo parmi d'autres blouses blanches devant la Cour suprême. Elle assure que le médicament a empêché ses propres patients de mourir de la COVID et qu'il rend le port du masque et le confinement inutile. À la vidéo, évidemment, ce sont des médecins qui parlent. Un panel de médecins. Et là, la vidéo est devenue virale, je pense, en quelques heures, 20 millions de vues sur, Facebook, 14 millions de vues sur YouTube. C'était en train le net était en feu. Et qu'est-ce que les géants de la technologie ont fait? Eh bien, ils ont censuré la vidéo. Mais pas seulement que la vidéo. Tous ceux qui avaient retweeté la vidéo, partagé la vidéo, tous ceux qui avaient des segments de la vidéo dans leur clip, comme X22 Report, sa vidéo qui en parlait a été retirée. Et donc, ce qu'on voit maintenant, c'est que les géants de la technologie se substituent aux spécialistes. Alors, au début de la pandémie, quand Trump parlait, on disait « Écoute, Trump, ferme-la un peu, laisse parler les experts. Hein? » Mais là, maintenant, ce que les médias et les démocrates nous disent, c'est « N'écoutez pas les experts. Il n'y a pas de débat public. Les médecins ne peuvent pas témoigner de leur expérience sur le terrain. » Comprenez? Alors, c'est la pensée unique. Le truc, c'est que ils sont tombés dans le panneau, comme je vous le disais au début. Hein, là, ici, vous avez tous les médias qui attaquent, là, Radio-Canada, Americans Frontline Doctors, attention à cette fausse vidéo trompeuse portant sur le COVID. Médecin d'une vidéo retweetée par Trump croit aux reptiliens. Ici, Dark Money and PAC Coordinated Reopen Pushed Behind Doctors Viral Hydroxychloroquine Vidéo, hein, de l'argent sale et tout ça. Donc, il y a eu une offensive incroyable contre cette vidéo-là. On a essayé de la discréditer complètement parce qu'elle déboîte complètement tout le narratif officiel. Okay? Le truc, c'est, comme je dis, que c'était un coup monté. Pourquoi c'était un coup monté? Parce qu'elle a été mise en ligne seulement quelques heures, hein, un jour, je pense, quelques jours, un jour, c'est ça, avant le témoignage devant le congrès des géants de l'information. Hein, Facebook, Twitter, YouTube devaient témoigner devant le congrès pour se défendre des accusations qui pèsent contre eux de censurer le contenu, les contenus conservateurs, etc. Tout ce qui ne va pas dans le sens du mondialisme est censuré. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tombés dans le panneau. Ils ont censuré cette vidéo. Ce qui a juste comme 24 heures avant de témoigner. C'était un piège. Cette vidéo-là était essentiellement un piège. Et ils ont mordu à l'hameçon. Là, maintenant, pendant qu'ils témoignaient devant le Congrès, se sont fait griller avec toutes sortes de questions sur la censure, sur leur pratique de censure. Et là, ils sont bien embarrassés de se défendre. Non, on ne fait pas de censure, alors qu'ils viennent juste de censurer massivement cette vidéo-là. OK? Donc, Twitter qui a suspendu le compte de la docteure noire qui faisait la conférence de presse. Elle a suspendu aussi le compte de Donald Trump Jr. juste pour avoir partagé la vidéo. Il y a plus que ça, il y a plus de censure. Je pense qu'aujourd'hui ou hier, il y a la chaîne YouTube de Jean-Jacques Crèvecoeur qui a été censurée aussi. Alors, à quoi servait cette opération? Évidemment, elle a servi à montrer au peuple américain la nécessité de légiférer contre les géants de l'information. Si Trump ne fait pas ça, qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire « Ah, il essaie de contrôler l'information avant l'élection. » Vous savez, c'est quoi l'argument? Il va contrôler, c'est un dictateur.
il essaye de contrôler l'information avant l'élection. Hein, de museler Twitter, Facebook, etc., YouTube avant l'élection. Alors, comment tu contournes cette parade de l'État profond des géants de la technologie? Ben, tu montres que c'est eux qui sont dans le tort. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais une opération de communication comme cette conférence de presse qui représente l'effondrement complet de leur discours et tu les laisses censurer pendant que tout le monde prend des photos et que l'Amérique au complet regarde et voit les géants de la technologie, comment ils opèrent, comment ils censurent. Voilà. Alors, c'est ça. Donc, encore une fois, c'est comme la plupart des choses avec Donald Trump, ce qui a l'air d'une défaite ou d'un coup est en fait un coup, quelque chose de positif pour l'administration. OK? Donc, c'est ça. Alors, ici, maintenant, juste après la censure, qu'est-ce qu'on a vu? Le président américain, en fait, c'est la secrétaire, le press secretary, qui demande, ça c'était hier, le 29 juilet, donc elle a demandé à la Federal Communications Commission, c'est comme le CRTC américain, de clarifier, c'est-à-dire de faire des modifications à la section 230 du Communications Act, afin d'empêcher les plateformes de médias sociaux d'altérer ou de censurer la liberté d'expression des utilisateurs afin et aussi de faire en sorte qu'ils puissent être poursuivis pour le faire. Alors, il l'avait annoncé le 28 mai dernier, Executive Order on Preventing Online Censorship, ça c'était le 28 mai. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? 2 mois plus tard, ils ont fait une opération de communication pour leur permettre de demander cette modification législative à la Federal Communications Commission. Hein? Donc, on demande aussi, c'est ça, donc des modifications à la loi afin d'empêcher la censure, etc. C'est fait. C'est fait maintenant. On va pouvoir rapidement les poursuivre s'ils censurent nos contenus. C'est ça qui est intéressant. Alors, ils prêtent flanc à des poursuites en justice. Oui, le ministre de la Justice américain, William Barr, qui a dit que le rapport Durham, les démocrates qui l'ont questionné en début de semaine, là, les démocrates qui voulaient savoir si l'enquête de John Durham allait être déposée, s'il allait avoir des accusations avant l'élection. Et les démocrates qui disaient si John Durham dépose son rapport d'enquête avant l'élection, ben c'est de l'interférence, hein, c'est de l'obstruction électorale. T'sais, parce qu'on sait qui s'en va en prison avec John Durham. Là, c'est la haute administration Obama, ça va remonter jusqu'à Biden, etc. Donc, ils disent vous vous mêlez de l'élection si vous déposez les accusations avant la présidentielle. Et William Barr dit non, pas du tout. On pourrait bien déposer avant l'élection. C'est pas du tout de l'interférence. Alors, voilà. La police de Québec qui a refusé de condamner la manifestation. Ça, c'est fantastique. Elle affirme que... est-ce que je peux vous montrer un article ici comme en ondes parce que c'est quand même intéressant. PVQ, manifestation. Droit. Voilà, je vais vous faire une capture d'écran. Donnez-moi une seconde. Alors, le SPVQ, le service de police de la Ville de Québec, qui a refusé de condamner la manifestation pour non-respect de la distanciation sociale, etc., disant que le droit de manifester supplante les consignes sanitaires. C'est majeur. Le droit de manifester supplante les consignes sanitaires parce que ce que les mondialistes veulent avec cette question de distanciation sociale, c'est qu'on n'ait pas de contact les uns avec les autres puis qu'on ne puisse pas s'opposer. Ça va avec la fermeture des palais de justice, etc. Ils gèlent toute l'activité sociale, politique, économique du pays et demeurent en contrôle. Tous ceux qui contestent sont immédiatement classés délinquants, là, conspirationnistes et conspués par les médias. Et là, la police de Québec intervient en disant que le droit de manifester est inscrit dans la Charte des droits et libertés, etc. Et ça supplante, c'est gros là, ça supplante les mesures sanitaires. Alors, là, ici, ça, c'est, je veux dire, c'est important pour les tribunaux. La ministre Guilbeault qui disait qu'elle voulait augmenter la répression là, contre ce genre de manifestation-là. Eh bien là, au moins, on a la police de Québec de notre bord. Alors, chapeau, bravo, merci beaucoup à la police de Québec. Et je sais qu'il y a plus de policiers qu'on pense qui sont de notre bord. Je vais juste dire ça comme ça, OK? Voilà. On se laisse là-dessus.
Julian Assange, je l'ai tellement répété 1000 fois, là, Julian Assange est plus en sécurité en prison sous la garde des services secrets britanniques qu'en liberté. S'il était en liberté, il serait déjà mort. Il doit venir témoigner contre Hillary Clinton et personne ne survit à un témoignage contre Hillary Clinton. Personne ne survit. Toutes les personnes qui étaient dues pour témoigner devant le Congrès ou devant un tribunal contre soit le Parti démocrate ou soit Hillary Clinton, ils sont tous morts. Ils ne se rendent jamais au procès. Tous. Et ça implique aussi même des juges des fois, des personnes, des avocats, tout le monde meurt. Tout le monde qui veut témoigner contre les démocrates et les Clinton meurt. Alors, est-ce qu'on le libère, Julian Assange, ou on le garde en sécurité jusqu'à temps que ce soit le temps pour lui de témoigner? Moi, je pense qu'il n'est même pas en prison. Il est probablement dans une maison, à quelque part à la campagne, surveillé par les services britanniques, les services secrets britanniques.